Est-ce que le monde va mieux aujourd'hui qu'hier? Ça a l'air simple comme question, mais en fait, c'est un vrai casse-tête. Pensez-y, on est plus nombreux sur Terre et en même temps, on est globalement plus riches. Alors comment on fait le bilan? Vaut-il mieux être moins nombreux mais très heureux ou beaucoup plus nombreux, quitte à ce que le bonheur de chacun soit un peu moins grand? C'est vraiment le dilemme de la qualité contre la quantité et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Bon, on se doute bien qu'on n'est pas les premiers à se poser la question. Ce débat, en fait, il est au cœur des réflexions en philosophie et en économie depuis un bon bout de temps. Voilà la question fondamentale. Dès qu'on essaie de comparer deux périodes de l'histoire ou deux pays, on tombe dessus. Qu'est-ce qui compte le plus? Le nombre total de personnes en vie ou la qualité de vie moyenne? Et attention, parce que selon la réponse qu'on choisit, notre vision du monde change complètement. Alors, on a en gros deux grandes écoles. D'un côté, il y a la vision qu'on appelle malthusienne. L'idée est simple, les ressources sur notre planète sont limitées. C'est un peu comme un gâteau. Plus on est nombreux à vouloir une part, plus les parts deviennent petites. Donc, logiquement, une population plus petite, c'est mieux. Et de l'autre côté, on a l'approche de Bantam, l'utilitarisme. Lui, il dit que l'objectif, c'est de maximiser la quantité totale de bonheur dans le monde. Et si avoir plus de gens, ça veut dire plus de bonheur au total, eh bien allons-y pour une population plus grande. On a donc deux logiques qui s'affrontent avec des conclusions diamétralement opposées. Face à ce grand débat philosophique, les économistes ont essayé de mettre des chiffres là-dessus, de créer des outils pour mesurer tout ça. Mais, on va le voir, leurs premières tentatives, eh bien, elles ont abouti à des conclusions assez dérangeantes. Alors là, accrochez-vous bien. La première idée, c'est l'utilitarisme total. On fait juste la somme de tout le bonheur. Simple nom. Le problème, c'est que ça mène à ce que le philosophe Derek Parfit a appelé la conclusion répugnante. Ça voudrait dire qu'un monde avec des milliards et des milliards de gens qui ont une vie tout juste supportable serait meilleur qu'un monde avec une petite population très heureuse. Pas terrible comme projet de société, on est d'accord? Bon, alors on essaye autre chose. L'utilitarisme moyen. On ne regarde plus la somme, mais la moyenne du bonheur. Mieux? Pas du tout. Parce que cette logique, poussée à l'extrême, pourrait justifier des choses horribles, comme se débarrasser des plus malheureux pour faire remonter la moyenne. Bref, une impasse éthique complète. On voit bien qu'il fallait trouver autre chose. Une nouvelle approche, une idée qui puisse sortir de ce dilemme. Et cette idée, elle tourne autour d'un concept qui est en fait assez simple mais très puissant, le niveau critique. Cette idée, c'est ce qu'on appelle l'utilitarisme généralisé de niveau critique, ou UGNC pour faire plus court. Le principe est vraiment malin. Il dit qu'ajouter une nouvelle personne dans le monde, ce n'est une bonne chose pour la société uniquement si cette personne atteint un certain niveau de bien-être minimum. Un seuil. Si on est en dessous de ce seuil, même si la personne est un peu heureuse, son arrivée fait en fait baisser le bien-être global. Et ce fameux seuil, c'est le niveau critique qu'on note alpha. C'est vraiment le cœur du réacteur de ce modèle. On peut imaginer ça comme la valeur qu'on accorde à une vie pour qu'elle compte positivement. C'est le plancher de bien-être en dessous duquel une vie, statistiquement, n'améliore pas le sort de l'humanité. C'est grâce à ce paramètre alpha qu'on va enfin pouvoir trouver un équilibre entre qualité et quantité. Ok, là on voit une formule, mais pas de panique, l'idée derrière est très simple. En gros, pour chaque individu, on prend son niveau de bien-être et on lui retire la valeur de ce fameux niveau critique alpha. On ne garde que ce qui est au-dessus du seuil. Tout ce qui est en dessous ne compte pas ou compte négativement. C'est une manière super élégante de se débarrasser à la fois de la conclusion répugnante et du problème de l'utilitarisme moyen. Bon, la théorie est belle, c'est séduisant. Mais est-ce que ça marche en pratique? Passons à l'épreuve des faits. Est-ce que cet outil peut nous dire concrètement si le monde allait mieux à une époque qu'à une autre, en tenant compte et de la population et des revenus? Et donc, la question qui tue, le bien-être mondial s'est-il amélioré entre 1990 et 2005? C'est ce qu'ont cherché à savoir des économistes en utilisant les données de la Banque mondiale sur cette période qui a connu une forte croissance à la fois démographique et économique. Alors le verdict? Et le résultat principal est assez frappant. Le chiffre à retenir, c'est 1248 $. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on estime que le seuil critique alpha est en dessous de 1248 $ par an, alors le monde de 2005 est sans ambiguïté meilleur que celui de 1990. Pour le dire autrement, si on pense qu'une vie est un plus pour la société dès lors qu'elle dispose de plus de 1248 $ par an, alors oui, le monde a progressé. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, ce chiffre global cache des réalités très différentes. Le progrès n'a pas été le même partout. Par exemple, en Asie de l'Est et dans le Pacifique, l'amélioration a été tellement spectaculaire que le résultat tient jusqu'à un seuil de 2229 $. Par contre, en Amérique latine, la barre est beaucoup plus basse, à 817 $. On voit bien que la moyenne mondiale ne dit pas tout. Et l'outil est même assez puissant pour nous montrer les perdants de cette période. Parce que oui, il y en a eu.
Pour un groupe de 15 pays en Europe de l'Est et en Asie centrale, et pour 10 pays en Afrique subsaharienne, c'est l'inverse qui s'est produit. Le bien-être social a diminué. Ça veut dire que pour ces populations, malgré la croissance mondiale, la situation en 2005 était en fait pire qu'en 1990, dès qu'on fixe un niveau de vie minimum, même assez bas. Ok, alors après ce petit tour entre philosophie, économie et analyse de données, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, cette approche nous donne quelques leçons vraiment importantes pour réfléchir au progrès de manière plus fine, plus juste. Premièrement, on ne peut pas échapper à l'arbitrage entre qualité et quantité. Il faut l'assumer. Deuxièmement, on a vu que l'UGNC est un outil vraiment solide pour faire cet arbitrage de façon rigoureuse. Troisièmement, l'application aux données montre bien un progrès global entre 1990 et 2005. Mais, et c'est peut-être le point le plus important, quatrièmement, la nuance est essentielle. Cette belle moyenne mondiale cache des situations où les choses se sont dégradées, où des régions entières ont été laissées sur le bord de la route. Et tout ça, ça nous amène à une question pour aujourd'hui et pour demain. Comment un cadre de pensée comme celui-ci peut nous éclairer face aux défis actuels? Je pense aux politiques migratoires ou à la lutte contre le changement climatique, par exemple. Ce débat entre la qualité et la quantité de vie, au fond, ce n'est pas juste de la philo abstraite. Non, c'est au cœur des décisions les plus importantes qu'on doit prendre pour notre futur à tous.